Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une dernière semaine intense pour les investisseurs afin de boucler au mieux, on l'espère, cette année 2022. Ceux qui sont lassés des questions d'inflation et de banque centrale, je leur conseillerais de passer leur chemin parce que ce sera l'actualité dense de cette semaine avec une nouvelle série de meetings de banquiers centraux, à commencer par celui de la Réserve fédérale américaine qui commencera demain pour 2 jours. Décision attendue mercredi soir à 20h pour la Fed. Et puis grosse journée jeudi avec dans l'ordre la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne qui rendront leur verdict, leur dernier verdict de l'année 2022 en matière de taux. Bon, pour chacune de ces grandes banques centrales, c'est à peu près le même tarif qui est attendu par les investisseurs, à savoir des hausses de 50 points de base de la Fed à la BCE en passant par la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre. Résultat des courses évidemment à suivre en fin de semaine. Nous en parlerons avec nos invités dans cette demi-heure avec aujourd'hui une journée plutôt calme pour entamer cette semaine chargée. Des indices qui tournent autour de l'équilibre en Europe. On est toujours dans cette idée d'une consolidation entamée il y a une dizaine de jours maintenant, mais des niveaux qui tiennent avec un CAC 40 autour de 6670 points au moment où on se parle. Et comme chaque lundi, le plan de trading, les enjeux techniques de marché pour les prochaines heures et les prochains jours. Ce sera avec Alexandre Baradez dans un instant, chef analyste chez IG. Le plan de trading, effectivement, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez nous accompagne cette semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bon, on a eu un beau rallye d'automne, notamment pour les actions européennes. La question à quelques jours de cette fin d'année 2022 est de savoir est-ce qu'on peut avoir, en plus du rallye d'automne, un rallye de Noël, ou est-ce que l'idée est plutôt celle d'un retracement ou d'une consolidation de Noël après ce rallye d'automne, Alexandre? J'opterais plutôt pour le second scénario quand même, parce que la poussée, il faut bien voir d'où on vient depuis octobre, même fin septembre pour certains indices, c'est quasiment 20% de hausse sur la plupart des gros indices, en tout cas pas tellement les valeurs de croissance, mais les indices un peu traditionnels, valeurs cycliques ou un peu value, CAC, DAX, Dow Jones ou autres, c'est quand même de sacrées performances qui sonnent comme des rallyes avant l'heure. Donc il serait quand même plus normal, même par rapport à une rythmique, par rapport à un mouvement de hausse, d'avoir plutôt une consolidation qu'on observe d'ailleurs. On voit qu'effectivement, on est sur le même niveau maintenant depuis 3 semaines quasiment, des petits mouvements de retracement. La question, le raisonnement de fond, c'est... on voit qu'on a des indications aux États-Unis, en Europe aussi, de tassement sur les prix. La semaine dernière, par exemple, les prix à la production aux États-Unis confirment cette inflexion, confirme 5 mois consécutifs de repli de cette pression. Donc le mouvement est enclenché. Mais on a vu des surprises mensuelles, par exemple. Et on a l'impression presque que le marché attend ça pour justifier de prendre un peu ses gains. C'est-à-dire qu'il voit que les prix ont plafonné. On a vu également les chiffres CPI plus globalement. Et toutes ces composantes, ces sous-composantes de l'inflation, qui la plupart sont en train de se replier. Donc on n'a pas l'impression que le marché soit convaincu que l'inflation puisse repartir, mais on le sent peut-être en train de chercher de bonnes raisons d'aller plus haut, en fait. Et moi, j'en vois, je les vois à moyen terme, ces raisons. Cette inflexion d'inflation, des prix à la production en Chine également, 2e mois consécutif de repli des prix, les PPI en Allemagne également, de très belles surprises il y a quelques jours. Donc on a l'impression que le job sur les prix commence à se faire. Donc on comprendrait dans ce contexte, alors que la macro mondiale est en train de ralentir, on le voit sur différents indicateurs PMI ou autres, on comprendrait et on comprendra probablement dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, que 50 points de base, c'est le bon rythme à adopter pour les principales d'entre elles. Et à la fois... on ne voit pas comment, du coup, le marché, il a déjà pricé un peu ça, 52-50 points de base, et il a pricé ces ralentissements d'ordre sur les prix. Donc, où sont désormais les catalyseurs pour aller plus haut? La macro selon moi, ne peut pas en être un, parce que la macro ralentit. Donc, il y a plutôt, je trouve, cet élément, et c'était d'ailleurs ce qu'on a échangé il y a quelques temps, de dire, désormais, peut-être plus grande place à la macro. Ouais. Et on a un peu vu ça ces dernières semaines, le ISM manufacturier. L'autre jour, c'était le très bon rapport sur l'emploi. Du coup, il était trop bon pour le marché, donc il a baissé. ISM service, pareil.
bon rapport ISM. Et c'est ça qui est perturbant. On a l'impression que le marché voit que l'économie ralentit. Et ceux qui le raccrochent à une économie encore résiliente, le cas de l'ISM Service par exemple, eh bien c'est un argument plutôt pour vendre, plutôt pour s'enthousiasmer à aller chercher de nouveaux rallyes. Donc on ne voit pas du coup si la bonne macro est baissière, si la mauvaise macro est baissière, et que les banquiers centraux, cette espèce de pivot, en tout cas d'allègement de la rhétorique, il a déjà été pricé depuis 2 mois, pourquoi aller plus haut tout de suite, voilà. Le marché veut voir le train de la récession passer. C'est-à-dire qu'il y a le train de l'inflation qui est en train de passer, et comme chacun le sait, un train peut en cacher un autre. Le train qui arrive derrière, c'est celui de la récession, et le marché voudrait le voir matériellement un peu plus, de manière un peu plus significative. J'ai l'impression que c'est ça, et à la fois, ce qu'on disait ensemble il y a quelques temps aussi, c'est que les gérants aussi, certains ne sont peut-être pas rentrés dans ce dernier rallye, donc attendent des mouvements un peu plus opportuns. Donc comme tout le monde attend les mouvements opportuns, ça bloque aussi les velléités de trop grosses corrections. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a de la place effectivement pour de la consolidation. C'est vraiment le terme, c'est-à-dire qu'on a un marché où là, on voit que le VIX par exemple aux États-Unis qui tombe à 19,50, c'est un peu trop bas ça. Hop, ce matin, il a monté 24, un peu. Voilà, 24. C'est pas dramatique, mais on a l'impression que c'est ce qu'il faut quand même, que la vol n'aille pas en dessous de 20 tout de suite, parce que c'est trop rapide, ça détend trop les conditions financières. Et il ne faut pas non plus créer de la panique sur le marché. Et les banquiers centraux auront à cœur probablement effectivement, de ne pas agiter tout le monde là, à 2 semaines de la fin d'année. Oui, en termes d'agenda, pourquoi cette semaine va être importante ? Il y a les décisions de banque centrale qu'on a évoquées. Il y aura un chiffre d'inflation aux États-Unis demain d'ailleurs, pendant la réunion de comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc évidemment, ça fera partie de la conversation des banquiers centraux américains. On attend là aussi une confirmation d'une décélération sur quelques mois maintenant de l'inflation globale aux États-Unis. Et puis en matière de conjoncture, on aura en fin de semaine les enquêtes avancées auprès des directeurs d'achat, notamment pour l'Europe, avec des PMI du mois de novembre en Europe, qui montraient effectivement une contraction d'activité dans le secteur manufacturier, mais il n'y avait plus d'accélération à la baisse de ces PMI sur le mois de novembre. Donc on sera très attentif effectivement à ces indicateurs de conjoncture pour le mois de décembre. Alors, effectivement, voir s'il y a un bottom ou pas. C'est vrai que les derniers chiffres macro, si on doit regarder les chiffres chinois comme des indices un peu avancés par rapport à l'Europe, c'est vrai que par contre la dernière balance commerciale chinoise était vraiment pas terrible. La partie domestique, on s'y attendait, mais la partie exportation, qui est quand même un révélateur de la dynamique mondiale, là était quand même très très faiblarde. Et donc, on sait que les PMI aussi, il y a un petit peu de retard, donc ça peut bien matcher avec des PMI sous 50 et ces indicateurs sur le commerce chinois. Est-ce que de bons PMI pourraient amener donc des PMI, on va dire, à 51 par exemple, on était à 49 sur la partie, je crois, manufacturière, donc, ou service, je ne sais plus, mais en tout cas, est-ce qu'un retour au-dessus de 50 ou on fait de recoller à 50 serait perçu comme un boost en termes d'appétit pour le risque, ou au contraire, l'idée que ça entretienne. Et quand on a l'impression que le marché a déjà bien joué un scénario, l'idée qu'il y a un surboost derrière, s'il n'y avait rien eu et qu'on attend cela, on se dit oui, là le boost il va être là-dessus. Mais comme le boost on a déjà eu sur plein d'éléments, et parfois d'ordre aussi macro, on se souvient qu'il y a des data macro plutôt en octobre qui étaient résilientes côté US, et ça plaisait au marché parce que les composantes de prix baissaient, mais la macro était résiliente. Donc la macro aussi résiliente, le marché l'a déjà aussi pricé. Donc il y a quand même un gros brassage comme ça de data. Il me semble que ce qui doit en découler, ce qu'on va voir sur les graphiques, c'est plutôt encore une fois la latéralisation plutôt qu'un redémarrage immédiat. Justement, en regardant le graphique du CAC 40, alors vous nous proposez le CAC 40 dividende réinvesti. Oui. Toujours intéressant de se souvenir que le CAC 40 cash tel qu'on le lit chaque jour est mesuré, calculé hors dividende, et donc il y a un indice pour réintégrer les dividendes. Voilà. Alors celui-ci c'est le hors dividende, on va voir le dividende inclus après. Alors c'est vrai que le hors dividende, on voit ces 2 niveaux techniques, c'est des obliques qu'on voit depuis longtemps. C'est des niveaux qui sont des niveaux de retest du marché. Ce qui est intéressant de voir, je vais faire un petit comparatif avec la période 2015-2016. Oui, cette période, si on se souvient bien, c'était post-crise des émergents. Et c'était aussi le moment où la Fed avait arrêté en 2014 l'achat d'actifs, elle a relevé les taux en 2015. Et en fait, on était sorti de cette période, vous voyez, il y avait une espèce d'excès comme ça de reprise. C'était aussi l'annonce, un petit peu les attentes du QE de la BCE à l'époque. Donc il y avait une espèce de boost comme ça des marchés. Et on voit que la phase de retracement, c'était soldé ensuite par il y avait des creux parfois un peu marqués, mais globalement, 2014-2015, c'était assez arrondi en 2016. C'était vraiment une phase comme ça, un peu ronde, pas les bottoms qu'on a eu par le passé. Et j'ai l'impression que c'est ce type-là, de sortie de politique monétaire accommodante. On n'a pas les mêmes caractéristiques qu'à l'époque. Alors, le schéma inflationniste est très différent, mais la phase de sortie de politique monétaire est la même. On achète plus d'actifs, on relève les taux, etc. Et il me semble que ça va confirmer ce qu'on pense voir, c'est-à-dire que le 2020, 2021, 22, plutôt 2021-22, pardon, espèce de bottom du CAC vers les 5006, 5008, mais ensuite, vous voyez, de manière très large, c'est un bottom qui se met en place sur peut-être 2 ans et demi même, et donc
vous voyez, bon, le niveau technique, c'est toujours un peu un alibi aussi pour une fois que ça a bien rallié pour vendre un peu. Donc on voit que le marché vend avec 2-3% de plus sommet. Je pense qu'il y a des matières à aller chercher un peu les moyennes de prix hebdomadaires, des 6004, voilà, 6004, 6005. C'est pas beaucoup par rapport au niveau actuel, c'est 3% de plus de baisse. Mais je trouve qu'il y a un peu d'espace graphiquement déjà pour y aller. Ce qu'on vient de décrire là pendant quelques minutes, il y a quelques arguments qui iraient dans ce sens-là. Et puis attention, quand même, une petite surprise, hein, le PPI a montré que d'un mois à l'autre, il y avait quand même eu un rebond. Alors en annuel, ça glisse toujours, pas de problème, mais en mensuel, et est-ce que pour le CPI, il n'y aura pas un peu ce risque-là en fait? Donc je me dis que s'il y avait un CPI qui tombait effectivement mensuel un peu rebondissant à un moment donné, ça peut jeter un froid. Voilà, c'est typiquement le genre de marché à temps pour prendre 2-3% de baisse de plus. Et voilà, donc moi je suis plutôt à viser les 6004 que viser les 7000 actuellement. Bon, si on regarde alors cette fois le CAC 40, dividende réinvesti, effectivement, quelle est la lecture qu'on peut faire de l'indice, Alexandre? Déjà, c'est toujours très impressionnant quand on met les dividendes de bien se rendre compte de la différence. C'est là qu'on dit que les marchés ne font pas monter. Quand on voit sur le graphique, on comprend pourquoi. Le raisonnement est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on voit que le marché est venu solder, après l'énorme excès post-Covid, est venu récupérer l'ancien sommet pré-Covid à 2 reprises. On a 2 beaux tests, comme ça, très bien aligné, un peu au-delà de 16 500. Et cette même impression de bottom. Et on voit, moi, je ne vois pas comment un marché peut aller à 20 000 et retomber ensuite à 17, 16 et casser tout ça. Même s'il y a ce canal, effectivement, on est sorti de manière un peu trop dynamique du haut, c'est l'excès post-Covid, la liquidité, etc. Dans la phase de correction, le bilan de la Fed est en train de baisser, le bilan de la BCE commence à ralentir aussi. Les taux, même si on ralentit les hausses de taux, ça reste encore des hausses de taux. Oui, 50, c'est historiquement énorme, toujours. Énorme, oui, bien sûr. On s'est presque habitué à 75, mais 50, c'est fort. L'économie qui ralentit déjà, et sachant que c'est des signaux un peu lag, et on sait que la politique monétaire a ses effets comme ça projetés facilement sur 2-3 trimestres, eh bien, on se dit qu'il n'y a pas les arguments aujourd'hui pour que le marché flambe comme ça à 20 500. Et sachant qu'il y a aussi des composantes un peu lourdes du CAC, hein, le luxe, LVMH qui est sur son sommet, Total qui a beaucoup rallié alors que le pétrole est tombé sur des plus bas d'un an. Il y a des gaps comme ça au niveau des stocks liés à l'énergie qui vont devoir être un petit peu comblés. Et puis des valeurs sur le luxe, on parle effectivement tout à l'heure d'une réouverture qui ne serait pas linéaire en Chine. On ne voit pas de ouverture linéaire. On le voit regarder encore ce matin sur les datas de nouveaux prêts en yuan ou autre. Ça ne booste pas, ça monte. Mais ce n'est pas le boost, ce n'est pas les vannes ouvertes. Donc on voit bien que la Chine veut faire ça par petites touches sur plein de choses. Le sanitaire, l'aspect marché, baisse des ratios prudentiels pour les banques. Donc ça conforte plutôt cette idée, là aussi, d'un bottom très large, comme ça, dont on aurait vu les plus bas, mais qui nécessite d'être consolidé un peu à droite aussi. Et donc, voilà, je vois bien des retours sur l'oblique. Là, c'est des niveaux encore 4, 5, 6% plus bas. Voilà, pas forcément beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un des indices, alors, qui aura été le grand perdant de l'année depuis un an, le Nasdaq, qui n'est pas tout à fait le même indice que le Dow Jones, que le CAC 40, que le DAX, que les indices chinois ou japonais, qui sont plus industriels, plus value. Aujourd'hui, le Nasdaq, c'était l'emblème de la décennie passée, qui a le plus souffert cette année. Oui, qui a le plus souffert, mais je dirais que cette souffrance est proportionnelle à la performance incroyable déjà sur 10 ans, et même post-Covid. Et même quand on parle des licenciements, c'est vrai que certains voient dans ces licenciements du secteur de la tech le signe un peu annonciateur de l'équivalent d'une bulle comme les années 2000. J'ai une étude passée de Goldman Sachs qui expliquait que la tech, l'emploi de la tech, c'était 2-3%. Ouais, jusqu'à 3%, entre 0,5 et 3% de l'ensemble du marché du travail américain. C'est ce qui est assez fascinant, ça crée une richesse absolument énorme, alors que c'est très peu d'emplois. Et donc, la structure des groupes aujourd'hui, en termes de bilan haute, c'est pas le Nasdaq de l'époque. Donc, ces risques-là, moi, je les évacue. C'est plus une approche par rapport aux taux. Voilà, se dire, notamment les taux courts. On a vu cette hypersensibilité aux taux courts du Nasdaq. Dès que les taux courts montaient, le Nasdaq baissait. Là, on voit que les taux courts commencent à plafonner un peu. La question, du coup, c'est celle-ci. C'est est-ce que les taux courts vont rester sur une zone haute pendant plusieurs mois? D'après le discours de Jérôme Powell, c'est ce qu'on devrait avoir. Ou est-ce que le marché est déjà dans une analyse de ralentissement, voire de récession de l'économie américaine, auquel cas les taux courts baisseraient, signe de récession, et ça repentifierait du coup la courbe de taux, et on aurait dans ce cas-là les récessions classiques, repentification courbe de taux, égale baisse de marché supplémentaire, égale donc la récession économique. Moi, l'hypothèse de la repentification qui serait baissière pour le marché, j'y crois moins, parce que comme le marché a déjà beaucoup baissé dans la phase d'inversion de la courbe, en fait, quand elle va se repentifier, c'est que l'inflation plafonne, c'est que la Fed commence à plafonner. Donc du coup, c'est plus une question de l'analyse de est-ce qu'on va rester à travailler un peu cette zone entre deux Fibonacci. Vous voyez tout le rallye post-Covid, vous avez deux retracements techniques, 50 et 61,8. On voit que le 61,8 a été bien tapé. On a du mal à passer, il y a tout un carrefour technique à la hausse de résistance. C'est très bien qu'on reste là-dedans quelques temps. Il n'y a pas les bases pour un V-bottom. Pour un V-bottom, il faut que l'inflation se crache, que les taux US se crachent, que la Fed pivote massivement. Il n'y a pas les bases pour ça. Donc je verrais bien le Nasdaq se balader quelques temps encore. C'est large, comme mais 10 500, 11 700, former ce creux. Et on aura des signaux
un peu plus accélérant. Il y a l'oblique qui passe par différents points hauts intermédiaires, repasse au-dessus du FIBO, repasse au-dessus de l'oblique. Là, on commence à avoir des choses plus convaincantes. Pour l'instant, c'est consultation. On voit bien dans ce rectangle mauve là qui identifie la séquence récente. C'est très différent de ce qu'on a vécu cet été notamment, où il y avait là ce V-shape, ce V-bottom sur le Nasdaq qui s'est mal terminé ensuite. C'est paradoxal. Il n'y a pas de raison d'avoir ça parce que l'inflation montant encore. C'était plus des éléments de langage qui avaient un peu plus au marché. Aujourd'hui, il y a quand même bien plus d'éléments qui favoriseraient ça. Mais là, encore une fois, le marché, il y a aussi des questions de valorisation, il y a des questions de perspective aussi économique. Donc, je trouverais logique le mix du monétaire, des taux et de la micro pour rester quelque temps dans ce canal. Que nous dit pour finir Alexandre Dr Copper au moment justement où on s'interroge beaucoup sur la poursuite du cycle économique? Alors, Dr Copper, il nous montre que donc c'est le cuivre, toujours très sensible à cette thématique Chine, macro-mondiale. Il a corrigé en tout cas tous ces excès post-Covid. C'est une correction qui se fait aussi avec une détente de la logistique mondiale. Alors d'abord, c'est la normalisation, après c'est du ralentissement. On passe de cet état de normalisation de la supply chain à phase de ralentissement, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est résilient. Alors on peut dire, c'est intéressant, c'est bullish du coup. Parfait, c'est-à-dire que là, le cuivre, il n'a pas eu la vol qu'on avait eu sur d'autres actifs, notamment le pétrole, par exemple, il n'a pas suivi le pétrole à la baisse. Je vais quand même être prudent, c'est-à-dire que j'ai mis un canal haussier, parce que je pense que c'est une tendance de moyen terme, mais je le verrai quand même dans toute cette logique de raisonnement qu'on vient d'avoir. La Chine, c'est pas une réouverture boost. L'économie mondiale est quand même dans une phase de ralentissement, même s'il peut y avoir des aspects des stocks qui décident d'être refaits, une demande en face qui va un peu réapparaître, mais justement la demande, on sait que sur du moyen terme il y aura la demande, mais je pense qu'il y a quand même des risques de se rebalancer entre le FIBO 50 et 61,8, c'est-à-dire en gros de revenir un peu dans ce canal, au milieu de ce canal, justement pour acter un peu plus le ralentissement macro-mondial. Voilà, donc je surveille, mais pas en temps négatif, plutôt là aussi consolidation dans cette zone, voilà, un peu canal comme ça, et retour un peu plutôt bas de canal. Bon, consolidation de Noël. Ce serait le meilleur des scénarios pour tout le monde au final, après ce rallye d'automne qui nous a ramené alors jusqu'à 6700 points pour le CAC 40 et même un peu au-delà sur les points hauts qu'on a pu atteindre encore récemment. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG. Poursuivons cette discussion de marché au démarrage d'une semaine dense, on le disait, en matière de statistiques économiques et de décisions de banque centrale. John Plassard est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Qu'est-ce qu'on saura à la fin de cette semaine qu'on ne sait pas aujourd'hui ? Bonjour Grégoire, on va savoir plein de choses et c'est vraiment très important parce que on est au-delà du fait que ce soit le chiffre de l'inflation qui va marquer les esprits évidemment demain. Il va falloir voir la tendance. Vous savez, la tendance, on a eu 4 mois consécutifs de baisse du momentum, toujours en restant proche des 8%, mais là on pourrait avoir potentiellement, en tout cas si on attend ce que nous dit le consensus, 7,3%, ce serait la 5e baisse consécutive de l'inflation. Donc là on pourrait quasiment acter que le pic de l'inflation est derrière nous. Alors évidemment, à savoir si ça va pousser la Fed à agir différemment que ce qu'elle voulait, ça c'est une autre question. Mercredi, donc on a évidemment la réunion de la Fed, on attend qu'elle monte, la Fed sera absolument aucune surprise de 50 points de base. Mais en même temps, on aura aussi l'inflation en Grande-Bretagne. Je vous rappelle quand même, et on en avait parlé, Grégoire, ensemble, que vous avez plusieurs analystes, dont les analystes de Goldman Sachs, qui pensent que l'inflation britannique pourrait passer les 20% l'année prochaine. Donc on est dans une situation où là, évidemment, déclarer que le pic de l'inflation est derrière nous, eh bien, ce serait évidemment le contraire, puisque potentiellement, l'année prochaine, on pourra avoir le double de ce qui est attendu, parce qu'on attend un tout petit peu plus de 10%. Jeudi, pour continuer, Banque nationale suisse. Pourquoi c'est important, la Banque nationale suisse? Déjà parce que c'est mon pays. Et le deuxième, c'est parce que en fait, ce qui avait été fait en début d'année, c'était en mars que la Banque nationale suisse avait levé ses taux avant la Banque centrale européenne et ça avait été considéré d'une certaine manière comme un indicateur avancé. Évidemment, on est à des chiffres qui sont moindres, puisqu'on parle là de 1%, on va passer de 0,5 à 1%, mais il faut rappeler qu'en début d'année, on était à moins 0,70, donc vraiment c'est une avancée majeure. Le même jour,
on a la Banque d'Angleterre, donc on parlait de l'inflation avant, elle va continuer, 50 points de base à 3,50. Et puis, chose assez importante, toujours jeudi, c'est la production industrielle chinoise. Donc là, on va voir effectivement si ce ralentissement qu'on constate à cause de cette politique du Covid-0 est toujours présente dans les chiffres économiques. Et dernière chose, vendredi, alors qu'on pensait qu'on serait tranquille en fin de semaine, pas du tout, c'est les PMI qui seront publiés, PMI en Europe, PMI aux États-Unis, qui vont nous prouver, et surtout dans les commandes, les précommandes, les commandes avancées, voir si effectivement on se dirige tout droit vers la récession ou non. Bon, semaine effectivement chargée qui permettra peut-être d'avoir une vue un peu plus claire, en tout cas à court terme pour entamer l'année 2023. Dans le consensus de marché aujourd'hui, John, il y a l'idée que l'inflation, et vous l'avez évoqué, est en train de décélérer et qu'au terme de l'année 2023, l'inflation américaine, par exemple, pourra revenir autour de 3%. C'est à peu près ce qu'on trouve dans les prix, dans les anticipations de marché à ce stade. Donc un an devant nous, c'est très loin, hein, c'est un horizon de temps qui est lointain pour beaucoup d'investisseurs, mais c'est l'anticipation qu'ils ont aujourd'hui pour l'inflation américaine. Il faut bien sûr considérer des scénarios alternatifs par rapport à ce scénario de marché, John. Un des scénarios alternatifs, c'est le risque que l'inflation ne rejoigne pas 3% évidemment dans un an et reste à des niveaux beaucoup plus élevés, soit beaucoup plus collante encore que ce qu'on imagine. Et pourtant, c'est déjà un débat qui est bien ancré dans le marché aujourd'hui. Le patron de Bank of America, par exemple, estime que oui, le niveau d'inflation restera durablement plus élevé que ce que les marchés anticipent. Quel est le rationnel et quels sont les arguments qu'on peut mettre derrière ce qui apparaît aujourd'hui comme un risque à ne pas négliger? Alors écoutez, les arguments, Grégoire, sur cette inflation et sur l'avenir de l'inflation, au-delà de ce que dit le CEO de Bank of America, on peut se référer aussi aux statistiques économiques de la Deutsche Bank. Eux, ils ont étudié toutes les phases qui pouvaient ressembler à celles qu'on a actuellement, donc un peu plus de 330 phases distinctes depuis 1920, et ils arrivent à la conclusion que lorsqu'on dépasse les 8% d'inflation, ce qu'on a fait aux États-Unis, ce qu'on a fait en Europe, il faut en moyenne 2 ans pour qu'on revienne à 6%. Et là, statistiquement, on reste collé à ces 6% pendant environ 5 ans. Donc, c'est-à-dire 7 années après, on n'est toujours pas à 3% et en tout cas pas au mandat de 2%. Et le deuxième constat qui est fait par les études de la Deutsche Bank, c'est qu'à partir de, si vous ne prenez pas de 1920, mais de 1970, où on a vu des excès d'inflation, ici, vous vous retrouvez dans une situation où jamais les espoirs du consensus d'avoir une inflation qui baissait plus rapidement se sont vus être réalité depuis 1970. Donc on est dans une situation où vous prenez depuis 1920, il vous faut au minimum 2 ans pour aller aux 6%, vous prenez depuis 1970, de toute manière, vous allez être déçu sur une inflation qui devrait descendre plus rapidement. Alors, il faut évidemment faire attention parce qu'on sait très bien qu'en Europe, on a ce choc plutôt de l'offre avec les prix de l'énergie. Et aux États-Unis, on a plusieurs autres. On a le loyer, on a la santé, on a la nourriture, on a évidemment aussi l'énergie. Donc, faire attention aux zones sur lesquelles on se focalise. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est très difficile à dire, c'est que le consensus est faux sur la capacité de l'inflation à revenir rapidement vers les 2-3%. Oui, puis c'est un sacré piège quand même pour la Réserve fédérale américaine. Tout le monde a regardé précisément la séquence Volcker à la fin des années 70. J'ai revu ça encore ce matin. Quand Paul Volcker arrive à la tête de la Fed en 79, il est engagé dans un cycle de hausse de taux, mais très vite, une récession arrive aux États-Unis. Et avant de monter les taux à 20%, il faut quand même se souvenir que Volcker les baisse d'au moins 700 points de base avant l'été 80, au moment d'une récession et d'un affaiblissement de l'économie américaine, ce qui est finalement peut-être une erreur de Paul Volcker, puisque derrière, il ramène et remonte les taux 2 fois plus haut à 20%, parce que l'inflation ne baisse pas avec cette petite récession américaine du début de l'année 80.
Tout à fait. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que sur cette première phase que vous décrivez très justement, Grégoire, eh bien, Paul Volcker, après, dans ses écrits, dira qu'ils avaient mal anticipé l'inflation à travers les statistiques qui étaient en leur connaissance. Et donc, c'est pour ça qu'il avait remonté les taux juste après. Donc effectivement, là, et vous parlez vraiment du mentor, je dirais, de Jérôme Powell, puisqu'il se réfère toujours à Paul Volcker. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se réfère à ce qu'a dit Jérôme Powell, si on se réfère à ce que va faire l'inflation par rapport aux statistiques historiques, eh bien, il est écrit que le pivot n'est pas pour l'année prochaine. Alors maintenant, il pourra le faire. La Fed, vous savez, a réagi souvent d'une manière assez spectaculaire et voire assez étonnante. Mais si on se réfère à tous ces points, eh bien, il faut croire que le pivot, alors la pause potentielle, mais le pivot n'est pas pour 2023. Bon, rallye de fin d'année, c'est déjà plié, John, ou pas ? Écoutez, je suis un éternel optimiste et j'aimerais croire que les investisseurs ont tous les arguments pour dire qu'effectivement, dans le discours qui va avoir lieu lors de la conférence de presse mercredi soir, voire dans ce que va dire Christine Lagarde jeudi, eh bien, potentiellement, ce sera un discours un peu plus dovish que ce qu'attendait le consensus. C'est-à-dire, on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et au-delà de ça, eh bien, on a des nouvelles, qu'on le veuille ou non, on a de plus en plus de nouvelles qui nous arrivent de la Chine. Et vous savez, ce matin, il y a une nouvelle qui a été donnée, qui était très importante, dont les médias n'ont pas tellement parlé. C'est que vous avez un des ministres de la Santé en Chine qui a dit qu'en fait, la grippe était peut-être plus dangereuse que le Covid. Alors, vous allez me dire... oui, on a peut-être, nous, fait ce constat avant, mais le fait qu'il y ait quelqu'un du gouvernement qui dit ça, c'est très important parce qu'on a l'impression que ça change un peu, on est en train de changer de fusil d'épaule, doucement, bien évidemment, ce que vous avez dit avant, mais il y a un changement ici de paradigme et le fait qu'on sait très bien que si la Chine redémarre, malgré le fait que l'Europe rentre en récession, eh bien c'est toujours un trigger, c'est toujours la cerise sur le gâteau pour faire repartir une économie beaucoup plus rapidement que prévu. Bon, Chine, le Joker 2023, effectivement, c'est un peu le débat qu'on a en cette fin d'année parmi les nouveautés, effectivement, dans le paysage global macro. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.